Franchement les gars, je vous dis la vérité, mais vraiment les deux films que j'ai sélectionnés pour vous, rien que dans cette après-séance, je pense que c'est les films qui ont jamais été les plus opposés parmi, en termes de dualité, c'est vraiment les plus parfaits. On ne trouvera pas plus parfait en termes de films en dualité cette année, parce que d'un côté t'as un film de nouvelle génération et un film d'ancienne génération, parce que d'un côté c'est un film qui se passe dans le futur, un film qui se passe dans le passé, enfin bref c'est... Ouais. Je pense qu'en termes de dualité, on fera pas plus dualitatif que ça. Franchement, je pense pas qu'on sera capable de trouver deux films aussi opposés que proches dans les prochaines appréciations, et prochaines vidéos qui confrontent deux films en fait. Bonsoir, et au monde, je lève mon verre. Ah là, pas vous commencer. Et alors complètement traumatisé. Je peux pas venir à coup de ouais, mais attends, le film il est beau, mais après qu'est-ce qu'il raconte? Il raconte rien. Et donc bonsoir et bonjour tout le monde, c'est Restatir et aujourd'hui on se retrouve non pas pour une mais deux après-séances. Oui, je précise en fait parce que pour ceux qui le pensent, ce n'est pas un versus en fait. C'est juste que vu que j'avais un film, enfin une après-séance de prévu à la base, mais que malheureusement je n'ai pas pu faire parce que la vidéo sur Jurassic World me prenait trop de temps, du coup j'ai décidé de combiner deux après-séances en une seule. Du coup vous aurez droit à une après-séance sur The Creator et une après-séance sur Killers of the Flower Moon en une seule vidéo. Et comme cette vidéo va déjà être super longue, rien qu'à l'idée d'y penser, tout simplement je vais pas spoiler les deux films. Voilà, comme ça au moins il n'y aura pas de limite de temps quoi. Comme ça au moins je rattrape le temps perdu avec The Creator qui est sorti plus tôt. Et du coup on commence, c'est parti. Bon déjà The Creator c'est quoi? Déjà c'est réalisé par Gareth Edwards, donc à qui on doit Rogue One: A Star Wars Story que... Oui, ça batoche, mais que moi je trouve personnellement surestimé. Voilà, mais bon ça, c'est un autre sujet, on va pas en parler. Mais bon, ce sera aussi bien d'en parler dans The Creator parce que les deux films se rejoignent en termes de défauts. Et c'est aussi lui qui s'est occupé de Godzilla de 2014, qui est le meilleur film du Monsterverse. En même temps, le reste, c'est pas si ouf que ça. Hein. Après, pour les plus connaisseurs d'entre vous, c'est aussi lui qui s'est occupé de Monsters. Mais bon, ce film n'est pas non plus si important que ça. Il lui a juste permis de lui ouvrir les portes pour le ciné. Et voilà, on va pas lui en vouloir pour ça non plus. Hein. En vrai, quand Gareth Edwards nous apprend qu'il a eu un speech dès le départ, sachant que son film avait une production d'une durée de plus de 7 ans, ce qui explique pourquoi est-ce que depuis Rogue One, le gars a plus rien sorti, hein, et on comprend pourquoi, hein, surtout avec le retard confinement, tout ça, enfin bref. Faites une vidéo sur The Creator à ma place les mecs, on n'est pas là pour ça. Mais il faut savoir que The Creator, c'est un film complètement différent de tous ceux qu'on a abordés jusque là. Parce qu'il faut savoir qu'on a parlé de films, soit qui sont datés de livres, soit datés de je sais pas quoi, enfin bref. On a parlé de plein de films complètement différents des uns des autres. Mais The Creator, c'est littéralement une création originale. C'est-à-dire que c'est pas un film qui dépend d'une saga, c'est même pas issu d'une licence de jeux vidéo comme je l'ai pensé moi par exemple, c'est même pas issu d'un livre, hein, ou c'est même pas issu d'une licence de jouets ou quoi que ce soit. Non, The Creator, c'est littéralement un produit totalement original qui provient de l'esprit d'un réalisateur. Et ça j'avoue que... moi je trouve que ça a commencé un petit peu à me manquer, c'est-à-dire que ok, c'est sympa de voir une création qui est soit adaptée d'un livre ou quoi que ce soit, mais c'est vrai qu'avoir une idée qui germe d'un réalisateur et qu'il veut exposer au grand écran, franchement ça, moi je trouve que ça commence un petit peu à manquer, parce que c'est vrai que, faire des adaptations sur tel livre, tel jeu vidéo, tel film, telle licence ou telle connerie, c'est sympa, mais à un moment donné, c'est quand qu'on invente pour de vrai, genre qu'on invente vraiment une histoire inventée de toutes pièces que personne n'a jamais imaginé. Moi je trouve que ça commence à manquer ce genre de choses. Quand t'as Gareth Edwards qui se pointe avec un projet comme ça, tu peux te dire... ça peut être ouf. Bon, on parlera de ce projet bien évidemment hein, au fil de la vidéo, de toute façon c'est le but. Mais voilà, juste pour que vous ayez un petit peu le contexte. Mais il faut savoir quand même que, déjà dans le casting principal, on a George David Washington, si je me souviens bien de son nom en tout cas, mais de son prénom, juste son nom de famille, je sais très bien que c'est David Washington, qui a joué dans Tenet, qui, oui, est un très bon film, hein, si vous êtes quelqu'un d'intellectuel, parce que si vous êtes quelqu'un qui aime avoir son cerveau en pause, non, ça sera pas pour vous. Mais après, si vous aimez bien les films complexes qui parlent du temps, surtout, hein, vu que c'est un film de Christopher Nolan, vous pouvez, ce sera sûrement pour vous. Après, le reste du casting, c'est des têtes connues, mais bon, vu que moi je les connais pas personnellement, que je les connais pas, de toute façon je connais aucun acteur personnellement. Aussi dans l'histoire, on a Hans Zimmer qu'on ne présente même plus, la musique de Blade Runner, la musique de Interstellar, qui d'ailleurs, son préféré d'ailleurs,
et aussi de plein d'autres films. Bref, Hans Zimmer, c'est un petit peu le John Williams d'un côté, quoi, en fait, disons-le, mais un tout aussi bon. Et du coup, vous allez me dire, bah, c'est quoi l'histoire de The Creator? Pourquoi est-ce que ce film a l'air aussi bien que tout le monde le dit? Bah, The Creator, ça nous parle de l'histoire de David Washington. On est, en 2065 à cette époque-là, enfin à l'époque où le film se passe, quoi. Et à cette époque-là, déjà, l'intelligence artificielle prend petit à petit le pouvoir, surtout en Asie. Du coup, bah, ce qui fait qu'aux États-Unis, vu qu'ils ont bombardé Los Angeles à coup de bombes nucléaires là-bas, les États-Unis ont décidé de mettre l'intelligence artificielle de côté, sauf l'Asie. Du coup, ils entrent en guerre entre eux pour que l'intelligence artificielle ne se répande pas autour du monde. Et dans toute cette histoire, le personnage de David Washington vit avec sa femme qui s'est fait tuer. Sauf que quelques années plus tard, il apprend que sa femme est potentiellement en vie. Du coup, une mission commando est organisée pour pouvoir arrêter une espèce de menace d'intelligence artificielle ou ce genre de conneries. Vous voyez déjà qu'il y a un problème là. En fait, le seul truc qu'il y a à comprendre, c'est que c'est une mission commando qui se passe dans le futur avec c'est une histoire de guerre entre les États-Unis et l'Asie, enfin la Nouvelle-Asie à cette époque-là. Et enfin bref, voilà, vous inquiétez pas, on y vient. Mais si ce film a fait autant de bruit à lui tout seul, c'est que bon, déjà, Gareth Edwards est le réalisateur du film que tout le monde considère comme le meilleur Star Wars jamais fait. J.J. Abrams. Ouais, non. En plus, on retrouve un casting, 4 étoiles, hein, si on peut dire, et en plus de ça, Hans Zimmer à la composition, et ce film parle d'intelligence artificielle, ce qui fait que, vu qu'on parle beaucoup d'intelligence artificielle ces derniers temps, enfin surtout ces derniers mois, on peut se dire que franchement, The Creator, création originale, avec un casting plutôt bon, 4 étoiles, réalisateur bon, compositeur légendaire, tu peux te dire ça va être un bon film, peut-être même ça va être un grand film à l'avenir, pas du tout. Mais alors là, franchement, pas du tout. Enfin, j'aurais jamais cru que je serais autant à côté de la plaque, hein. Mais là... Bon, déjà, avant d'aborder les points positifs, je vais quand même... je vais parler des points positifs, oui. À ce qui paraît, ça fait passer la pilule plus facilement, pour dire... Déjà, soyons honnêtes, niveau technique, c'est exceptionnel. On a des effets spéciaux nickel, quasiment impeccables. C'est littéralement du Mercedes-Benz en termes de cara design d'effets spéciaux. La réalisation, elle est super belle, et on sent un petit peu les inspirations à Apocalypse Now et Blade Runner, dont le réalisateur ne se cachera pas de s'en être inspiré. Aussi, oui, les acteurs sont tous excellents, mais bon, en même temps, avec les présences qu'ils ont déjà données par le passé, il fallait pas s'attendre à grand chose de leur part, mais bon, ils font quand même un énorme taf et ça fait plaisir. Et entre temps, j'ai ouï dire que soi-disant le film était génial parce que la réalisation était parfaite, incroyable, tout ça, c'est incroyable, mais bon. De toute façon les gars, si vous suivez mes vidéos, vous savez très bien que la réalisation, ça fait pas tout. Tu peux très bien avoir un mauvais film avec une très bonne réalisation, voire même une excellente réalisation, mais tu peux tout aussi avoir l'inverse, à savoir un film excellent, mais qui brille pas par la sobriété de son animation. Le meilleur exemple de tout ça, c'est Captain America Civil War. Ok, le film n'est pas ouf non plus, surtout en termes de mise en scène, et aussi des chorégraphies qui est super mal filmé, mais malgré tout, ça n'empêche pas le film d'être bon, voire même excellent, voire même dans le panthéon des meilleurs films Marvel qui sont faits même encore aujourd'hui. Alors que si on regarde The Flash, il y a des tentatives de réalisation qu'on le veuille ou non, mais franchement, c'est juste le reste qui va pas, quoi. À un moment donné, faut arrêter de nier l'évidence. Je sais que le réalisateur, il y a un réalisateur que j'aime bien qui a validé ce film parce que soi-disant c'était bien filmé, mais faut pas rêver, hein. La réalisation, ça fait pas du tout. Parce que là, du coup, on va arriver au point négatif des choses. Le scénario du film est... Putain, mais j'ai rien compris, frère, j'ai rien compris. De toute façon, les gars, vous l'avez vu au début du synopsis, mais j'ai détaillé le synopsis du film de la meilleure des façons possibles. Genre, je vous jure que l'histoire principale, c'est exactement ça. Si on suit la chronologie des choses, ça devrait se passer comme ça, à savoir, tout le monde crée une intelligence artificielle, sauf qu'à un moment donné, l'intelligence artificielle se rebelle au point de détruire la ville de Los Angeles à coup de bombe nucléaire. Du coup, les États-Unis abolissent l'intelligence artificielle une bonne fois pour toutes. On aimerait bien que ça arrive au cinéma, bien évidemment. Mais dans toute cette histoire, la Chine, elle veut pas abolir l'intelligence artificielle. Même mieux que ça, ils créent des androïdes intelligence artificielle. Et du coup, dans toute cette histoire, les États-Unis et la Nouvelle-Asie entrent en guerre. Pourquoi? Les gars, je sais pas si vous vous rendez compte, mais avec l'intelligence artificielle, tu peux littéralement réinventer tout un genre, même peut-être inventer un nouveau genre, parce que soyons honnêtes, le genre de l'intelligence artificielle a déjà été utilisé dans le cinéma, mais bon, c'est des films qui sont pas non plus si populaires que ça. Moi je pense par exemple à Ex Machina, et j'ai que ce seul exemple, et j'en ai entendu parler en 2015, à savoir que j'étais très jeune, et je m'en souviens à peine.
Mais déjà, Blade Runner a largement bien questionné l'existence de l'intelligence artificielle dans notre monde. Mais bon, lui, c'est un peu plus complexe que ça et ça mériterait littéralement sa vidéo à lui tout seul. Mais bon, vu que j'ai la flemme de le faire, on va pas le faire. De toute façon, il y a plein de gens qui sont spécialistes dans ce sujet et demandez-leur des vidéos à eux et à moi, non, j'ai trop de boulot. En fait, le questionnement de l'existence de l'intelligence artificielle dans ce film-là est tellement exploré qu'en surface, que du coup, il y a des choses que tu comprends pas. Déjà, pourquoi est-ce que y a des personnages qui sont des intelligences artificielles, à savoir des robots, qui ont des émotions et qui surtout sont capables de se reproduire. Tu t'es inspiré de Dark Fate, avoue Gareth. Et si on doit continuer dans la chronologie de tout ça, on est impliqué autour du personnage de David Washington, qu'on va appeler Washington parce que vas-y, ou même David, hein, pour que ça fasse plus vite. Lui, il se retrouve mêlé dans une histoire avec une femme qui plus tard on verra qui s'avérera être elle aussi une intelligence artificielle parce que, et dans toute cette histoire, elle va finir par se faire tuer, mais en fait non, elle est encore en vie pour des raisons mystérieuses alors qu'on l'a vu au début du film se faire emporter par une putain d'explosion de la part d'une machine dans le ciel. Donc c'est là qu'à un moment donné tu commences à décrocher. Même si pas trop non plus, parce que tu peux te questionner un coup de attends, comment est-ce qu'elle a survécu? S'il faut, c'était peut-être une illusion, ou peut-être c'était un mauvais rêve, on sait pas. Ou alors peut-être que il y a eu une histoire comme quoi en fait elle était sur une alliance avec les intelligences artificielles, machin, bidule, enfin tu vois. Même si au début du film on voit qu'elle est enceinte. Donc comment est-ce que c'est possible qu'une intelligence artificielle puisse avoir des rapports avec un être humain et tomber Bon, je sais que ça fait un peu mécanophilie, genre de conneries, mais tu vois, tu te poses ce genre de questions. Comme il a invité, que David est invité dans une mission commando pour retrouver sa femme, en fait, c'est juste une opération commando pour détruire une autre armée parce que le film l'a voulu. Et comme par hasard, ils vont tomber sur un enfant prodige parce que... Cliché des enfants prodiges, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que je dise, putain. Donc là, tu vois, à partir de là, c'est à ce moment-là où tout commence à partir en couille. Genre là, ça part d'un coup à la The Witcher ou à la The Last of Us, comme vous voulez. Où t'as genre le jeune adulte qui doit protéger la jeune enfant qui décide de survivre dans un monde où tout le monde veut sa mort. D'autant plus que le gars, il est tellement recherché dans la vie que le gars, il se balade la tête à découvert au plein milieu d'une ville. Mais déjà frère, c'est quel niveau d'intelligence? Le mec il vient des States et il vient en plein Vietnam où le gars il est recherché de partout parce qu'aussi il a kidnappé un gosse. Ça oui, c'est un motif voilà pour le rechercher quand même. Et le gars il se couvre pas, genre il se dit pas ah non putain ouais je suis recherché, du coup peut-être je devrais me mettre une capute ou... Ouais non franchement en fait si quand je vous ai parlé par exemple de dans ma vidéo sur la grève des scénaristes, quand je vous ai dit que le scénario c'est quelque chose de tellement important que tu pouvais pas le négliger, j'avais cité comme exemple par exemple Mortal Engine ou le dernier maître de l'air. J'aurais aussi pu citer Arthur, la légende d'Excalibur aussi, qui rentre dans cette même catégorie. Mais là, du coup, The Creator en fait aussi partie. T'auras beau faire tout ce que tu veux, mettre le budget que tu veux dans ton film. 80 millions de dollars quand même, c'est pas si cher que ça non plus. Et t'auras beau quand même mettre tous les moyens nécessaires que tu veux à la réalisation, à la mise en scène, aux effets spéciaux, à la prestation d'acteurs, etc., etc. Qu'est-ce que tu veux? Si ton scénario est complètement rushé ou mal fait ou mal écrit, c'est que ton film est mauvais. Et ce, peu importe quel moyen tu mettras dedans. Et The Creator rejoint parfaitement la catégorie des films qui ont tout pour plaire mais qui ont un scénario mauvais, ce qui fait que du coup le film est mauvais. Oui je sais, le titre de cette catégorie est long, faudrait que je la change. D'ailleurs Gareth Edwards en interview n'a pas rushé ses mots pour s'exprimer à ce sujet, car il a dit mot pour mot que je préfère largement travailler, avoir toute la liberté artistique pour faire mes propres films malgré un scénario mauvais, plutôt que ne rien laisser et avoir un excellent scénario. Terrible erreur, mais terrible erreur. Frère, la réalisation et le scénario, c'est littéralement le mariage de deux personnes en fait. Tu peux pas négliger l'un ou l'autre. Faut que les deux puissent féconder comme il faut et puissent avoir les moyens de se féconder entre eux. Je vais encore me faire censurer par YouTube. La réalisation et le scénario, ça doit être deux choses qui concordent entre les deux. Même si t'as pas l'appropriation artistique de ton œuvre, si t'as pas le scénario qui va avec, mec, ça sera pas mieux. Si je dois prendre un exemple, regarde Juan Antonio Bayona. Quand il nous a fait Jurassic World Fallen Kingdom, on peut dire ce qu'on veut de ce film, ok, mais malgré tout, le film reste excellent parce que le gars, même s'il n'a pas eu toute la liberté artistique qu'il voulait pour faire le film qu'il voulait, il a eu au moins la négligence de nous apporter un excellent film et avoir un excellent scénario, quitte à ne pas avoir de liberté artistique. Mais là, Gareth, tu veux tellement de liberté artistique et tu négliges tellement tes scénarios qu'à un moment donné, on n'aura pas envie de voir tes films en fait. Et ça risque de t'handicaper pour le reste de ta carrière.
Et surtout, bah, ça donnera même pas envie de voir tes prochains films. Et Rogue One, d'ailleurs, il a exactement le même problème. C'est-à-dire que, on peut dire ce qu'on veut de son scénario, ok, il est plutôt bon dans l'ensemble, surtout dans la structure narrative. Mais en termes de développement de personnages, en fait, c'est là où le film coince. Et je crois que c'est même le plus gros défaut de Rogue One. À savoir que t'as des personnages trop mal développés pour s'y attacher entre eux. Dites-vous que j'ai plus senti d'alchimie dans Suicide Squad que dans Rogue One. Parce que oui, entre tout le monde, dans Rogue One, il n'y a aucune alchimie. L'équipe de Rogue One n'a pas d'alchimie entre eux. Si ce n'est peut-être entre Andor et la meuf, dont j'ai oublié le nom. Il y a aussi la relation entre Chirrut et le gars avec le gros canon qui est plutôt bonne. Mais sinon, à part ça, bah, les relations entre les personnages ne fonctionnent pas. Et du coup, ce qui fait que quand tu les vois crever, tu te dis putain, merde, vas-y, ils sont tous morts là, ça fait chier. Et j'ai pas eu assez de développement de personnages entre eux, du coup, c'est chiant. Et c'est pas en foutant des scènes de Dark Vador dans ce film que ça va forcément arranger les choses. Ce sera juste le Joker de Suicide Squad, à savoir un antagoniste que tout le monde connaît, que tout le monde adore, mais qui au final bah, est juste là pour faire des caméos gratuits et qui sert strictement à rien dans son film. Et Godzilla souffre lui aussi à peu près du même syndrome, c'est-à-dire que ok, l'action est palpable et les plans sont magnifiques et Godzilla nous montre un gigantisme absolument légendaire, mais le gros problème, bah, c'est que les personnages, ok, on nous donne envie d'être attachants envers eux, mais ils ont pas des moments si ouf que ça. À savoir que, mis à part le gars qui a joué dans Breaking Bad, bah, les autres ils sont soit fans ou soit n'ont pas assez d'écriture sur leur script pour pouvoir être iconiques au mieux. Du coup, ce qui fait que leurs apparitions sont soit anecdotiques, soit... ouais, mais t'auras beau mettre Elizabeth Olsen pour qu'elle puisse jouer dans Marvel à la suite. Ouais, non, mais ça changera rien. Et voilà ce que ça coûte de te priver d'un bon scénario. Tout ça pour de la simple liberté artistique. Ok, tu seras libre de faire ce que tu veux dans ton film. Mais au final, qu'est-ce que ça coûtera au final? Tu nous auras en faire de beaux plans, ok, mais au final on ne retiendra que ça. Du coup, ce qui fait que ton film sera fade aux yeux des spectateurs et du coup complètement oubliable. Et c'est pour ça d'ailleurs que le film a fait un bide. Alors je vous parle, le film n'est qu'à seulement 100 millions de dollars au box-office, alors qu'il en a coûté plus de 80 millions. On peut se dire que le film est rentable pour le coup, mais il faut pas oublier qu'il y a du marketing et ce genre de conneries. Faut pas oublier qu'un film de cette envergure, on y mise énormément de moyens, et ce même si le film coûte pas si cher que ça. Du coup, ce qui fait qu'on réclame encore plus que le budget initial du film. Et ce qui fait que c'est pour ça que The Creator, malgré le fait qu'il est dépassé, que son box-office ait dépassé le budget initial du film, être rentable comme ça suffit pas. Il faut plus que ça maintenant pour qu'un film puisse être rentable et être top au box-office. Après, ça change rien. Personne n'a envie de voir un film comme The Creator. Preuve en est, j'ai posté une story sur Instagram et véridique, il y avait absolument personne. Ça me rend tellement triste. Personne. Mais alors, vraiment personne. C'est vraiment triste, hein. Bon après, j'avoue je triche un peu, mais bon, après j'ai vu le film en VO, mais bon, malgré tout ça, ça change absolument rien. Il n'y avait pas beaucoup de gens pour aller voir The Creator. Il y avait tellement peu de personnes que lorsque je suis passé à mon cinéma pour aller voir Killers of the Flower Moon il n'y a pas longtemps, The Creator a complètement disparu des radars, voire même complètement disparu des affiches. Et ce qui veut forcément dire quelque chose. J'ai oublié de parler de sa qualité là, mais même si la musique d'Hans Zimmer est de très bonne facture, malgré le fait que ce soit du sous Hans Zimmer, franchement les gars, je préfère encore avoir du sous Hans Zimmer plutôt que de se taper un compositeur musical à 2 balles qui nous fera de la musique fade qu'on aura oublié dans 3 jours. Puis aussi, moi je trouve que la fin de ce film, oh mon dieu, c'était une torture. Oh mon dieu. Franchement les gars, moi je vous le dis, la fin de The Creator est horrible à tenir parce que dès que tu vois une scène dans le film, tu te dis ah ben ça y est, ça va être la fin du film. Bah non, le film est obligé de continuer parce que volonté scénaristique. Et après tu te dis ah ben tiens, à cette scène là, ça va être enfin la fin. Mais du coup non, puisqu'il faut que le scénario continue à un moment donné. Et vous allez voir les gars, dites-vous à un moment donné, en plein milieu du film, ça y est c'est fini. Vous allez voir les gars, vous allez vous taper ce genre de truc. Mais à chaque fois, et ça va être redondant, chiant. Bref, moi j'en pouvais plus, j'avais juste envie de sortir. Mais bon, heureusement je suis resté jusqu'au générique de fin. Parce que la musique du générique de fin était quand même belle. Et j'étais plutôt content de m'être dit, je suis arrivé jusqu'au bout. Merci Hans Zimmer de me faire profiter de ces dernières notes. En gros, si je dois résumer la fin du film, ce serait la chute est catastrophique, l'atterrissage est catastrophique, mais à mes yeux, elle restait quand même spectaculaire. Et ça, ça restera jamais dans ma mémoire de manière positive. Même si un crash d'avion, quand même, c'est pas si positif qu'on croit. Et du coup, pour conclure, The Creator, franchement, c'est mauvais et ça fait chier. Du coup, ça fera un film en plus à mettre dans mon flop de l'année. Alors que franchement, il avait toute la recette nécessaire pour être dans le top. Mais bon, comme Gareth néglige les scénarios visiblement bons et bien écrits,
ouais bah il va forcément stagner. Hein. Je veux bien laisser, allez, une seconde, voire même une troisième chance à ce dernier, mais si ces 2 prochains films sont au mieux rushés, au mieux mauvais, moi je lâche à faire les gars. Moi j'ai pas envie de perdre mon temps avec un réal qui... ouais, se contente du minimum syndicat. Franchement, les gars, c'est pour voir un bon film de science-fiction qui parle de la IA correctement. Franchement, les gars, vous avez Blade Runner et encore de loin. Sinon, vous avez aussi Akira ou encore, bah, allez tenter Ex Machina qui est plutôt acclamé par la critique. Vous risquez de passer un bon moment. Et la note finale pour The Creator, bah, je pense que 40%, c'est la note qui lui ira très bien. Bon, maintenant qu'on a eu la note donnée, je pense qu'il est temps pour vous de vous abonner et d'activer la petite cloche, et aussi de me suivre sur les réseaux sociaux, parce que maintenant, eh ben, on va s'attaquer au film suivant. Maintenant que la nouvelle génération nous a prouvé de quoi est-ce qu'il était capable, même si Hans Zimmer fait partie de l'ancienne, mais vous m'avez compris, il est temps aussi de voir si les confrères d'Hans Zimmer sont capables de nous offrir des grands films, même en 2023. Après la nouvelle génération, il est temps de passer à l'ancienne. On parle cette fois-ci de Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese, qui... Bon, déjà, parlons un petit peu du bonhomme. Martin Scorsese est un grand, mais alors très grand réalisateur. Et il est injustement critiqué parce que soi-disant, il aime pas les films Marvel, ou soi-disant, vas-y, il aime pas la génération d'aujourd'hui parce que soi-disant, on fait des films de merde, machin, bidule. Et pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas le droit d'aimer les films de comic book, bidule? Bon... J'en ai déjà parlé dans cette vidéo sur Marvel, donc franchement allez la voir. Du coup, à cause de ça, bah tout le monde juge mal Martin parce que soi-disant, on n'aurait pas le droit d'avoir un avis sur une époque cinématographique. Alors que franchement les gars, je vais remettre les pendules à l'heure tout de suite. Mais Martin Scorsese est un bien plus grand réalisateur que tout ce que vous imaginez. Il fait partie de ces réalisateurs qui ont apporté la vague que l'on appelle aujourd'hui le nouvel Hollywood lors de l'année des années 70 et des années 80. C'était une époque, disons, si je devais résumer vite fait, c'était une époque où tous les réalisateurs de cette époque-là avaient carte blanche pour nous offrir les meilleurs films, tout simplement. On a eu Spielberg qui nous avait pondu des hits extraterrestres, Indiana Jones et Les Dents de la Mer aussi. On a eu aussi droit à Francis Ford Coppola qui nous a pondu des films comme Scarface ou la trilogie du Parrain. Et on a eu aussi George Lucas, mais bon, George Lucas quoi. Et bien évidemment, on a eu le petit élève du fond surdoué, à savoir Martin Scorsese qui à cette époque-là nous avait pondu Taxi Driver et qui dans les années 2010 nous pondra Le Loup de Wall Street. Même si le nouvel Hollywood s'est terminé, ouais je crois à fin 80, début 90 à peu près. Et son film Taxi Driver est littéralement considéré comme un classique. C'est vrai que si on pense à un film des années 80, Taxi Driver c'est souvent le film qui revient. Et si ça vous suffit pas, dites-vous que c'est lui qui a donné des conseils à George Lucas pour élaborer son Star Wars. Ouais les gars, je vous jure, c'est une vérité vraie. Dites-vous que George Lucas, quand il devait présenter son Star Wars, il devait le faire devant Spielberg, Coppola, Lucas, et Scorsese forcément. Et du coup, ouais, c'est Martin Scorsese qui avait dit à ce que son film Star Wars soit parfait. Parce que soyons honnêtes, George Lucas n'était pas du tout un bon réalisateur. C'était littéralement, ouais, un petit peu le dernier de la bande, hein, si on doit bien l'appeler comme ça. Mais tu sais, pas le petit dernier qui fout la merde, mais genre vraiment, le petit gars un peu nul. Genre, tu sais, dans les groupes, il y a toujours un seul gars qui, est pas au-dessus du lot et qui est le plus pachak de tous. Et George Lucas, appartient à ce genre de catégorie de personnes qui sont dans un groupe. Donc ouais les gars, vous avez bien entendu, si Star Wars a existé et que vous vous tapez la prélogie depuis des années, c'est grâce à Martin Scorsese. Donc respectez maintenant un petit peu le monsieur. D'autant plus que dans les années 2010, il nous a pondu Le Loup de Wall Street qui est considéré par beaucoup comme étant le meilleur film de Leonardo DiCaprio. Malgré le fait qu'il ait pas reçu d'Oscar, non, il a reçu un Oscar pour The Revenant. Il a aussi réalisé pour Netflix The Irishman, même si le gars voulait sortir au cinéma, mais bon, malheureusement... Oui bon, il y a des choses qui changent pas hein. Et cette année il revient pour nous pondre Killers of the Flower Moon qui, je vous le donne en mille, est franchement excellent. Déjà au casting, vous l'avez remarqué qu'on retrouve Robert De Niro et Leonardo DiCaprio, hein, j'en avais déjà parlé pareillement dans ma vidéo sur Marvel. Et ce film nous raconte l'histoire de Ernest, comme la marque de chaussures que j'avais quand j'étais gosse, qui revient de la Première Guerre mondiale en 1918 pour revoir sa famille, son oncle et compagnie, tout ça, etc., la belle famille. Sauf que ce dernier, il veut fonder une vie. Et d'un autre côté, son oncle, joué par Robert De Niro, lui, il n'est pas du tout de cet avis-là. Il veut que, il veut qu'il se marie et qu'il ait une belle vie, tout ça. Mais il veut aussi que son entreprise puisse tenir debout. À savoir que le gars, il gère une énorme entreprise de pétrole. Et du coup, il veut que ses bénéfices fonctionnent. Et comme il voit que notre cher Ernest
charme un petit peu avec une personne d'origine hindoue, bah du coup ils se disent tiens, pourquoi est-ce qu'on les marierait pas tous les deux pour que je puisse gagner un peu de bénéfices, tout ça, parce que oui, les mariages ça a toujours été une histoire d'argent, hein, croyez-le. Ce qui fait que du coup notre cher Jack, après avoir survécu à sa noyade du Titanic, bah va décider de charmer une petite hindoue histoire de se trouver une nouvelle vie. Sauf que bah du coup ça va mal finir. Le gars il a enfin atteint les États-Unis après tant de temps, sauf que malheureusement bah il va pas avoir la vie douce par la suite. J'ai trop de références cinématographiques, j'ai remarqué. En même temps, Léo, tu peux pas avoir des relations amoureuses qui se passent bien dans ta vie, putain. C'est toujours une personne opposée socialement à toi qui s'attache à toi. Remets-toi en question, Léo. Certains d'entre vous ont sûrement dû fuir le film parce que le film durait plus de 3h27. Combien? Mais ça, je le réserve pour une prochaine vidéo qui, ne vous inquiétez pas, sera violente. Donc je vous conseille vraiment de vous abonner, d'activer la petite cloche sur ce coup, hein. Mais moi franchement les gars, je vous le dis, ces 3h27 étaient vraiment super agréables à suivre. Et franchement ça fait plaisir. La réalisation de Martin Scorsese est vraiment excellente. Mais bon, vous le savez, on l'a dit au début de vidéo, la réalisation ça fait pas tout. Mais malgré tout ça, elle reste quand même excellente. Et surtout, ça se voit que ça tente beaucoup plus de choses que Gareth Edwards. Parce que le problème de Gareth Edwards, et j'ai remarqué aussi de pas mal de réalisateurs, c'est que j'ai l'impression que les gars, ils font de belles images, mais uniquement pour faire que de belles images. Ce qui en soi peut être très bien, mais à un moment donné, si c'est de faire de belles images uniquement pour faire de belles images, bah t'as l'impression que les films en fait ils racontent absolument rien, alors que le but du cinéma à la base, bah c'est l'art du mouvement d'image. Du coup, ce qui fait que bah ok, tu verras de belles images, mais au final elles raconteront quoi tes images? Parce qu'une image c'est censé raconter quelque chose. Or j'ai l'impression que les films d'aujourd'hui nous présentent que des images qui ne racontent rien. Et Martin Scorsese, j'ai l'impression qu'il a compris ça et est allé littéralement à l'encontre de ce qu'il voulait nous faire en fait. La réalisation de Martin Scorsese raconte réellement l'histoire. Littéralement, quand je vous dis que le scénario et la réalisation c'est une fécondation des deux, vraiment un passage au lit si tu vois ce que je veux dire, bah là clairement le mariage fonctionne, l'accouplement entre les deux fonctionne, vraiment c'est beau, ça raconte quelque chose en termes de la réalisation et, le scénario est au service de la réalisation, bref, que dire, c'est incroyable. J'ai encore en tête cette scène où il y a un champ entier qui est brûlé. Putain, qu'est-ce que c'est beau. J'ai eu l'impression d'avoir affaire à Senseiya Omega, mais en mieux. Parce qu'avec l'image en mouvement, etc., et surtout le fait qu'il y ait moins de flou et moins d'effets, etc., ça rend tellement bien, ça rend tellement réaliste que putain, moi je suis charmé. Je suis choqué, les acteurs présents dans le film, on aura beau dire ce qu'on veut, comme quoi ils ont fait leur temps, tout ça, etc., mais franchement, les gars, ils se dépassent. DiCaprio est littéralement à fond dans son rôle, mais bon, en même temps, c'est du DiCaprio, mais là, vraiment, il se dépasse, il nous fait du très bon DiCaprio. Idem pour De Niro, qui, bon, j'ai pas vu beaucoup de ses films, mais franchement, là, pour le coup, ouais, il joue parfaitement bien, cette espèce de papa bienveillant sur son gosse, mais qui, ouais, un peu religieux par moment. Et franchement, ouais, ça marche. Robert est excellent. Du coup, ce qui me fait poser la question, à savoir aux Oscars, qui gagnerait entre Robert et Robert en termes d'Oscar du meilleur second rôle. Même si bon, je dirais pas Oscar de second rôle, je dirais Oscar de rôle d'antagoniste. Ah, et aussi, j'ai oublié de préciser que dans ce film, il y a Brendan Fraser qui est revenu, après bon, nous avoir offert The Whale et plusieurs autres films. Bah oui, il est de retour et ça fait vraiment plaisir de le revoir dans son rôle, même si, ouais, il joue un petit avocat dans un tribunal. Mais franchement, ouais, ça fait plaisir de le revoir dans son rôle et surtout, ouais, il nous livre une plutôt belle prestation. Ce sera jamais O'Connell dans La Momie, mais franchement, ouais, il nous livre une belle prestation et j'ai littéralement l'impression de le retrouver. Et ça, je trouve que ça fait plaisir. Rien que pour ça, je crois que je vais mater The Whale parce que je l'ai toujours pas vu, putain. Il faut vraiment que je le voie pour que je puisse compléter mon top. Parce que je me dis que le flop va être masterclass, mais en attendant, j'ai négligé le top de l'année. Donc du coup, aussi, l'actrice qui joue la femme de DiCaprio, j'ai pas son nom. Bah franchement, elle est vraiment excellente et elle joue parfaitement bien le rôle de cette jeune femme en détresse et qui voit, bah, ouais, tous les gens mourir autour d'eux. Bon, je spoilerai pas pour savoir qui meurt ou pas, mais voilà, allez me voir ce film pour comprendre ce que j'essaie de vous dire. Et l'histoire principale du film, ça fait longtemps que je me suis plus retrouvé à fond dans une histoire de film, putain. Le scénario est super bien écrit, les scènes durent le temps qu'ils doivent durer, ça s'enchaîne très facilement et très rapidement. Bref, le film a beau faire 3h27, il a beau être au taquet dense au point que le film aurait pu nécessiter d'une trilogie,
C'est pour ça d'ailleurs que la fin m'a rappelé Antigone, hein. Allez voir le film si vous voulez comprendre. Et surtout, la musique qui l'accompagne avec. Ouais bah, on peut littéralement appeler ça un vrai plan A3. Ouais, j'abuse, oui, mais c'est le cas, hein. Ouais, mais les gars, ce plan A3, il est absolument magnifique. Genre, t'as une réalisation excellente qui sait nous raconter l'histoire avec le scénario, qui, bah, lui, arrive à se défiler avec la réalisation, et ce, avec un pur bonheur et un pur kiff, avec la musique qui les accompagne d'une manière abreuvante et boivante. Putain, ouais, c'est un vrai accouplement à trois, ce genre de film. Mais il y a aussi les thèmes abordés dans ce film-là qui sont absolument incroyables. C'est-à-dire que, ok, ça dénonce le racisme, mais en fait, non, pas du tout. Parce qu'on en a eu plein des films qui dénoncent le racisme à coup de, ouais, le racisme est pas bien, tout ça. Vas-y, en fait, c'est à cause de lui, tout ça, machin. Non, c'est pas un film qui dénonce. C'est un film qui nous montre un constat des choses. Le constat, c'est quoi? C'est que bah t'as juste un gars qui a demandé à son neveu d'épouser une femme pour qu'il puisse toucher de l'argent après un mariage. Et après, bah, ce qui fait que du coup, ça a déclenché... bon, je vais éviter de spoiler, mais du coup, ce qui fait que, rien qu'à partir de cet acte-là, on se rend compte qu'après tout ça, il y a eu plein de conséquences par la suite. Et ça, c'est absolument génial, parce que ce film nous délivre à chaque fois les conséquences de tout ce qui s'est passé à la suite. Et c'est pour ça que je vous dis que le film est dense. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il dure plus de 3h20. C'est tout simplement parce que le film, il y a tellement de trucs à raconter et on nous montre tellement le constat de tout ce qui s'est passé depuis le début qu'à un moment donné, on te perd même pas et t'as pas l'impression d'avoir perdu ton temps. Et ça, ça c'est incroyable. Moi je trouve par exemple que dans Oppenheimer, il n'y avait pas ça. Alors que pourtant Oppenheimer a d'excellentes qualités et a plus ou moins le même problème. À savoir que le film dure 3 heures, mais que malgré tout, il sait être dense sur les sujets qu'il aborde. Mais le truc c'est que les films ne sont pas du tout construits de la même façon. Du coup, ce qui fait qu'il y a anguille sous roche à un moment donné et que du coup... ouais, on a du mal à savoir c'est lequel qui fait le plus long entre l'un ou l'autre. Et rien que pour savoir comment le film se passe, vraiment, allez me voir ce film. Vraiment, allez me voir Killers of the Flower Moon. C'est vraiment un film qui mérite d'être vu, tellement il est incroyable. Le pire dans tout ça, c'est que je l'ai vu avec deux personnes qui, eux, n'aiment pas du tout voir des films longs. L'un d'entre eux a même dit qu'il préfère voir un film d'1h30 parce que 2 heures, il peut pas supporter. Croyez-moi que ce dernier a littéralement apprécié le film malgré le fait qu'il a eu sa durée. Donc comme quoi, résumer un film sur sa durée, les gars... franchement, si c'est pour juger sur la durée, t'as qu'à pas aller voir de film. Je te rappelle que Avatar, Titanic et Le Seigneur des Anneaux, ça dure 3 heures. Là, tu t'en plains pas. Mais par contre, quand c'est Killers of the Flower Moon et Oppenheimer, restez sérieux les mecs, restez sérieux. Si je devais vous en dire plus, bah, je serais forcément obligé de vous spoiler. Donc du coup, on va être obligé d'en arriver à la note. Mais du coup, si je devais lui attribuer une note, franchement... je pense que je lui attribuerais 85% de loin. C'est excellent. Parce que si je devais vous citer d'autres qualités, ce serait vous spoiler. Mais je peux pas vous spoiler là parce que bah, je me suis permis de pas vous spoiler. Parce que sinon, la vidéo serait trop longue et une demi-heure déjà là, ça paraît trop long pour moi. Excellente réalisation de la part de Martin Scorsese. Des personnages à fond avec des acteurs à fond. Ce qui fait qu'on a affaire... ouais, à des acteurs excellents dans des personnages absolument hauts en couleur et charismatiques, avec bah, une musique qui retranscrit parfaitement bien l'ambiance de son film. Et ouais, franchement, j'ai rien à dire de plus, à part que ce film est tout simplement ce que doit être un film cinématographique de manière générale. Donc du coup, ça veut dire que, bah, conclusion de cette vidéo... ouais, bah, la nouvelle génération a encore des choses à nous prouver et littéralement des leçons à nous apprendre sur savoir comment faire du bon cinéma. Donc du coup, tous ceux qui le critiquaient parce qu'il n'aiment pas Marvel, sachez que les gars, Killers of the Flower Moon éclate 1000 fois tous les Marvel que vous avez vus jusqu'à maintenant. Ah, je m'en fous, je me permets. Bref, je crois que la note est parfaitement bien attribuée. Du coup, bah, maintenant que la note est passée... ouais bah. Bon voilà les gens, c'est tout pour cette vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. N'hésitez pas à me dire lequel de ces deux là vous avez préféré. Bon, j'ai pas arrêté de donner mon avis, donc je pense que ça sert à rien de vous répondre. Mais n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo en commentaire, en likant et en commentant, ça me fera toujours plaisir. N'hésitez pas aussi, comme d'habitude, à me suivre sur les réseaux sociaux, bah comme ça au moins, voilà, vous êtes au courant de ce que je sors, etc., etc. N'hésitez pas aussi, comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour être au courant des prochaines nouveautés qui viennent. Et nous, en attendant, eh ben, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et je t'ai remarqué cette année-là que, franchement, je commence à être un peu plus gentil, là. Il y a des vidéos, enfin, il y a des films bons, il y a des films clairement mauvais. Mais c'est quand qu'il y a vraiment un film que j'ai vraiment envie de défoncer sa race, quoi. Ouais, j'espère que ce sera le cas, mais on verra bien, hein. C'est trop sale, car fait trop sale. C'est dommage, car j'étais un bon gars, mais je suis devenu un bandit. Le OG, le million, expert en PR, expert en P.